cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous avons beaucoup parlé d'amour hier, c'était la Saint-Valentin et nous étions avec Philippe Arlin. Et j'ai entendu de très jolis témoignages de couples qui s'aiment depuis plus de 20 ans. Et je vous propose qu'on continue à parler d'amour aujourd'hui sous un autre angle, puisque nous allons parler de polyamour. Et peut-être qu'on va pas parler du même amour, parce que on ne pourrait peut-être pas construire vraiment une véritable histoire d'amour telle qu'on en parlait hier quand on pratique le polyamour. C'est en tout cas ce que nous allons voir avec Samuel Doc, qui est mon invité aujourd'hui, et peut-être qu'il me dira si, en effet, on peut faire couple de la même manière lorsque on est polyamoureux ou pas. En tout cas, c'est une tendance assez à la mode, et je vous propose aussi qu'on en voit les avantages, les inconvénients. Et puis, si vous êtes polyamoureux, eh bien, venez témoigner, venez nous dire les avantages que vous en retirez de cette manière de faire couple. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Samuel Doc, bonjour. Bonjour Brigitte. Vous êtes docteur en psychopathologie clinique, vous êtes également psychanalyste, vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment l'enfant thérapeute, c'était aux éditions Plomb, où vous racontez un peu votre propre histoire. J'ai eu envie de parler d'amour aujourd'hui et de polyamour, parce que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, notamment dans les médias, et il me semble que c'est un peu une mode, et comme toute mode, il me semble intéressant d'essayer avec vous de voir quelles en sont les raisons. Hein. Oui, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que c'est un concept récent, il date des années 60, et en fait c'est qu'à partir des années 2000 qu'il a vraiment trouvé une représentation médiatique. Donc on va naviguer, je crois, aujourd'hui avec nos auditeurs en territoire assez inconnu, et voir ce qu'ils auront à nous dire de ce polyamour. Vous évoquez ce mot de couple. Est-ce qu'on est encore un couple quand on est plus de 2 ? C'est une vraie question, je crois. Oui, absolument. Alors, on peut être un couple et puis s'autoriser d'être l'un et l'autre polyamoureux. C'est souvent comme ça. Hein, et puis on peut être célibataire et se dire polyamoureux. Ce qui diffère j'allais dire, de l'adultère, hein, c'est qu'on se dit les choses quand on est polyamoureux. C'est-à-dire qu'on annonce la couleur, si je puis dire, à son partenaire, qu'on peut avoir d'autres histoires d'amour. Moi, je crois franchement qu'on peut aimer plusieurs personnes. D'ailleurs, on peut aimer plusieurs enfants quand on a plusieurs enfants, etc. Donc ça, là-dessus, je crois qu'on est tous les deux d'accord. Après, est-ce que on peut aimer véritablement, profondément, et c'est en ça que je faisais allusion au témoignage que j'ai eu hier, lorsqu'on est polyamoureux, c'est la question que je me pose. J'ai pas la réponse. Hein. C'est important ce que vous dites, parce que quand on regarde les sites qui parlent du polyamour, on découvre qu'en réalité, être polyamoureux, ça veut dire être capable d'aimer plusieurs personnes. Mais en ce sens-là, pour moi, quand on est psychiquement équilibré, on est tous capables d'aimer plusieurs personnes, et je vous rejoins à 100% sur votre analyse. Je m'interroge sur la manière dont on peut vivre en communauté, en revanche, vivre sous le même toit à plusieurs. Ça, j'espère qu'on aura des témoignages aujourd'hui, parce que dans le polyamour, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension un peu politique aussi, avec cette idée d'un amour qui fait valoir une égalité, un choix, un respect, une éthique. Enfin, il y a comme ça une sorte de projet amoureux qui mérite d'être questionné, parce que je crois que ça doit pas être facile de trouver sa place dans un groupe amoureux ou dans un trio amoureux qui serait reconnu comme tel. Est-ce que ce sera organisé de manière hiérarchique, de manière anarchique ? Est-ce que les trois s'aiment exactement de la même manière, avec la même loyauté, solidarité, réciprocité ? Comment est-ce possible, en fait, d'aimer exactement de la même façon, de manière égale, par exemple 2 personnes? Je veux dire, il y a forcément une singularité qui va s'opérer. Alors ça c'est un terme très nouveau aussi, le trouble. Absolument. Qui veut dire donc un couple de 3 personnes. J'ai déjà entendu des témoignages. Ça a l'air de à peu près fonctionner. Je me souviens notamment d'une femme qui était avec 2 hommes qui dormait dans un lit à 3 et elle dormait au milieu. Alors moi déjà dormir au milieu entre 2 hommes, ça me paraît difficile de bien dormir, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en même temps, je ne connais pas de trouble ou de polyamoureux
sur le très très long terme. La seule qui a parlé du polyamour bien avant, c'est Françoise Saint-Père. Pour avoir souvent discuté avec elle, j'ai plus entendu quelqu'un qui vit donc, alors je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en tout cas la dernière fois que j'avais parlé avec elle, c'était il y a peut-être 5 ans. Elle vivait en couple, en effet, depuis très longtemps, toujours avec le même homme, et elle avait décidé qu'elle était polyamoureuse, c'est-à-dire qu'elle pouvait avoir des rapports de séduction et voir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc c'est quand même quelque part son couple qui était prédominant dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je crois pas qu'il y ait une réelle définition universelle du polyamour déjà. En tout cas, dans les recherches que j'ai faites, j'en ai pas trouvé, ça c'est sûr. Et puis, ça questionne aussi cette idée d'un compromis. Par exemple, moi, dans mon entourage, il y a une personne qui était en trouble et en réalité, c'était l'amant qui est finalement devenu un partenaire du couple officiel. Voilà, oui. exactement, parce que l'autre ne pouvait pas renoncer à son amant. Donc, quand on ne peut pas renoncer, il y a quelque chose, voilà, qui est insurmontable. Et c'est ça qui me questionne, c'est que je crois que dans l'amour, il y a quand même cette question de risquer la perte de celui qu'on aime. Et est-ce que c'est encore le cas quand on est en trouble? Est-ce qu'on a le même rapport à la perte, au désir, au manque? Je suis pas sûr, mais oui, peut-être. Vous voulez dire c'est une manière dont on en a plusieurs, comme ça, si on en perd un, il en restera un. Alors la formule est dure, mais en tout cas ça se questionne. Je ne renonce pas à cet amant là dans le cas que j'évoque, et je garde les deux. Et c'est vraiment complexe, je pense, sur le plan psychologique. C'est déjà tellement compliqué d'être à deux. Alors j'imagine à trois, ça doit être encore plus dur à bien des égards. Non, mais peut-être que c'est plus facile, justement. Je ne sais pas. Ça place certains enjeux qui appartiennent à la dualité sur le plan d'une groupalité déjà. Mais osons le mot, finalement, on frôle la polygamie. Absolument. Ou la polyandrie, d'une certaine manière. Et on sait que c'est quand même quelque chose qui fonctionne moyennement. C'est illégal en plus, rappelons-le. Oui. En plus, c'est illégal. En France, c'est illégal, absolument. Rappelons-le, ça mérite d'être rappelé. Et alors moi, quand j'ai fait mes recherches pour l'émission d'aujourd'hui, je voyais qu'un des arguments qui était avancé, c'est que dans la polygamie, c'est souvent un homme pour plusieurs femmes et pas de manière très consentie, alors que cette notion de consentement est vraiment extrêmement centrale pour le polyamour. Mais moi, je crois que l'amour, de toute façon, et ça je l'apprends à vos côtés, c'est une rêverie. Alors pourquoi pas, oui, une rêverie qui se ferait à trois et qui permettrait une redéfinition du lien amoureux. Moi, je suis tout à fait ouvert et j'espère vraiment qu'on aura des témoignages qui iront dans ce sens aujourd'hui. Moi aussi, en tout cas, je les invite à venir témoigner au 0826 300 300. Il y a la question de la jalousie aussi qui n'est jamais très très claire dans le polyamour. On voit bien que c'est souvent ça qui d'ailleurs fait qu'à un moment donné ça flanche, ça ne dure pas. Parce que c'est toujours compliqué de se partager. Hein. Oui, et puis parce que le lien amoureux exige une authenticité dans le lien à l'autre, de se penser, de penser l'autre, et que là, ça rajoute quelque part un enjeu. Le fait qu'il y ait cette triade, si c'est un trouble par exemple, ça implique de penser différemment le rapport à son objet d'amour. Et c'est sur ça que je voulais venir avec vous, Brigitte, c'est que moi je suis psychanalyste, et pour moi, le premier modèle amoureux, c'est le modèle bien sûr du sein maternel. On aime d'abord dans une dualité, pris dans un objet unique, dont on va découvrir peu à peu quand on est tout petit qu'il peut être perdu, et c'est ça qui est la racine même de notre tout premier rapport au monde. Et quelque part sortir de ce schéma-là, alors voilà, c'est intéressant, mais ça pose quand même encore une fois le rapport de la perte et de s'adresser à un objet unique. Si c'est un trouble, on peut s'imaginer que ça implique de penser à la fois la psyché de son conjoint et aussi la psyché de son autre conjoint. C'est un sacré remaniement pulsionnel, fantasmatique. Ça coûte, je pense, de se situer dans une relation. Mais ce que vous avez dit me semble important, Samuel Dock. Vous avez dit que le polyamour était finalement quelque chose d'assez politique, et je crois que c'est ça surtout qu'il faut entendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de gens, sans parler forcément de wokisme, mais on a énormément de gens qui ont envie de casser les repères d'un monde occidental qui tient depuis plusieurs siècles, et que peut-être cette idée de polyamour serait une sorte de façon de voir autrement la famille, le couple tel que on le voit dans ce monde occidental depuis des siècles. Oui, absolument. Ça pousse à redéfinir ce qu'est une famille, ce qu'est un couple. Alors pourquoi pas qu'on réfléchisse sur le plan sociologique, anthropologique, mais c'est aussi pas mal d'observer l'histoire. Et là, par exemple, sur le polyamour, pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai voulu voir s'il y avait des couples célèbres de polyamour à travers l'histoire. Et il y en a en réalité
réalité très très peu. On donne l'exemple de Sartre et de Simone de Beauvoir, mais ils étaient dans une relation qui était quand même extrêmement perverse, nommons-le, avec comme ça Simone de Beauvoir qui semblait rabattre quelque part des jeunes filles pour Jean-Paul Sartre. Il y a l'exemple de Virginia Woolf et de Léonard, mais bon, elle était quand même extrêmement fragile psychologiquement. On manque d'exemples, je crois, de référentiels pour pouvoir penser tout ça. Et c'est pour ça que vous nous emmenez en territoire inconnu aujourd'hui. Eh bien, on va peut-être avoir une révélation grâce à ceux qui nous écoutent sur Sud Radio et que j'invite à venir participer au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Doc et nous évoquons aujourd'hui le polyamour et Lisa prend la parole. Bonjour Lisa, merci de témoigner. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Donc vous avez eu envie, vous avez testé le polyamour, c'est ça ? Alors, j'ai cru à un moment donné, oui, effectivement, que je ne pouvais pas aimer qu'une seule personne. Oui. Je me suis beaucoup questionnée, je suis divorcée depuis une dizaine d'années et à la fin de mon mariage, effectivement, oui, je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Bien que après coup, la relation que j'avais dans mon couple était très sécuritaire et me convenait très bien et je me sentais bien en fait. Donc j'ai quitté mon mari et après coup, effectivement, un an après, avec mon ex-mari, on avait évoqué ça et en disant peut-être qu'on a raté quelque chose là et que effectivement ça fait 23 ans qu'on est ensemble, on avait peut-être là ouvert et développé d'autres sentiments pour d'autres gens et pourquoi avoir perdu ce qu'on avait nous alors qu'au final on s'entend super bien et que on aurait pu en gardant le couple comme oui, c'est ça. Vous vous êtes dit que vous auriez pu rester en couple et devenir polyamoureux tous les deux. Oui, mais après, là, aujourd'hui, 10 ans après, pour moi, c'est juste, comme vous le disiez, Samuel, un temps, en fait. C'est pas tout le temps. On peut pas, pour moi, on peut pas, ça dure qu'un temps, au final. Peut-être que c'est parce qu'on avait besoin d'une étincelle supplémentaire pour ranimer des flammes qu'on avait enfouies. Ça, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, pour avoir eu des expériences de relations libres et puis de relations exclusives, je me sens quand même mieux dans la relation exclusive. C'est quelque chose que j'entends beaucoup, ce que vous décrivez, je l'entends beaucoup auprès de mes patients, le fait d'avoir parfois besoin d'un tiers, d'un autre pour raviver quelque chose, d'une étincelle. Je trouve que vous le dites très bien. Et moi je dis souvent, on peut aimer quelqu'un toujours, mais on peut pas aimer quelqu'un tout le temps. Donc oui, je suis totalement d'accord avec votre propos. Oui, c'est exactement ça. Et si vous me permettez, je vais m'en resservir de cette phrase parce que franchement, c'est exactement ça. Et je t'aime toujours, mais pas tout le temps. Oui, mais c'est normal en fait. Je pense que c'est normal. Et après, pour ce que vous disiez, de l'amour et du polyamour, et bien sûr qu'on est des polyamoureux de base, puisqu'on on aime nos enfants, on aime nos amis, on aime les membres de notre famille ou pas, mais on les aime, mais pas de la même façon chacun en fait. Et ça. Et quand on trouve un espace de liberté dans un couple qui nous permette d'avoir cette relation à soi et aux autres, c'est chouette. Ouais. Oui, mais Lisa, vous êtes en train de dire quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que sauf qu'aujourd'hui on est dans une mode de transparence, mais il y a eu des tas de couples qui sont restés ensemble et puis qui ont eu des aventures, mais dans sans en parler dans le couple. Oui, mais je trouve ça très triste au final parce que peut-être que ça ne s'est produit que pour un seul des membres du couple. Est-ce que les deux membres du couple ont eu des aventures extra-conjugales? Et je pense pas. Ça c'est arrivé. Ouais. C'est vrai qu'on a l'image plutôt que l'homme a eu des aventures dans les siècles précédents parce que les femmes étaient assez coincées, d'abord parce qu'elles travaillaient pas, donc elles rencontraient finalement très peu d'hommes, elles étaient coincées avec les enfants, etc. Mais dans des couples aisés où les femmes avaient donc une nourrice, etc., il y avait certainement aussi des aventures ailleurs. Enfin, je suppose. Oui. Je suis d'accord avec vous. Ce
si j'avais eu ça dans mon couple, cet espace-là de dialogue et de discussion, une fois que la morale, une fois que mon éducation, elle aurait été mise de côté, je pense que l'un et l'autre, on aurait expérimenté ça. C'est sûr et certain. Cependant, effectivement, moi, je suis pas de la génération 2000, je suis plutôt de la génération 1970. Et on avait quand même un formatage éducatif qui fait que, non, en fait, on se marie et puis c'est pour la vie et puis on n'a pas de relation extra-conjugale et puis on doit faire des compromis parce que quand on divorce, c'est que, on n'est pas capable de faire des compromis. Donc il y avait beaucoup de jugements, en fait, derrière. Oui, absolument d'accord. Il y a encore. Et vous savez, moi, Lisa, à un moment donné, j'ai travaillé sur la question de l'infidélité. Je me suis dit peut-être que c'est l'infidélité, le dernier tabou à faire sauter pour que les gens soient plus heureux. Moi, ça fait quand même des années que je travaille sur l'amour et le couple. Et en fait, je crois que le problème, c'est la jalousie et on n'a pas envie de savoir que notre partenaire peut avoir une relation amoureuse, sexuelle avec quelqu'un d'autre. Donc c'est compliqué. Oui, je comprends. C'est compliqué quand il n'y a pas de règles. C'est compliqué quand il n'y a pas quand chacun se débrouille avec ce qu'il a et avec ses désirs, avec ses envies, avec ses besoins. Mais après, ça doit être. Vous voulez dire que si la société considérait normal d'être infidèle, ça serait plus facile pour les gens, vous pensez ? C'est pas ce que j'aurais dit. J'aurais dit plutôt dans le couple quand on considère, le mot infidélité, il est négatif, je trouve. Mais quand on s'offre la possibilité d'avoir des parenthèses, on va dire. Moi, je préfère appeler ça comme ça. D'accord. Il faut quand même garder, quand on est ensemble, on est ensemble. Quand je suis avec toi et quand tu es avec moi, quand on passe des moments ensemble, on va pas échanger avec une autre personne. On va pas avoir l'esprit. On est concentré l'un sur l'autre et l'un avec l'autre. Alors des parenthèses, ok, mais comment on les gère au quotidien? Est-ce qu'il y a des temps? Est-ce qu'il y a des jours? Est-ce qu'il y a des week-ends où on s'octroie comme ça un espace de liberté? Donc le vendredi, jour de Vénus, on a le droit d'aller. Non, mais vous rigolez, faire une parenthèse. Non, mais c'est intéressant d'échanger. Moi, j'ai pas d'avis, Lisa. Mais j'ai un ami que j'aime beaucoup et je sais pas s'il nous écoute aujourd'hui, mais il m'a toujours dit que sa plus belle relation, ça a été celle qu'il avait eue avec une femme. Et tous les vendredis, ils s'octroyaient. Tous les vendredis, ils pouvaient sortir chacun de leur côté et ils ne se sont jamais dit ce qu'ils faisaient. Ben voilà, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire une sorte de non-dit. Il voulait pas savoir. Confiance, mais liberté. Absolument. Ouais. De toute façon, ce genre de relation est possible quand on se sent bien dans son couple, quand on se sent assez sécurisé pour savoir que la relation en dehors du couple ne fera pas tout exploser. Quand on est sécure, quand on a confiance, ce sont des choses qui peuvent être pensées, qui peuvent être parlées, ou pas d'ailleurs, comme vous le dites très justement Brigitte, mais on peut le faire. On peut le faire parce qu'on se sent bien, tout simplement. Et vous nous invitez aussi à penser le rapport au langage. En réalité, là, ce qui est douloureux dans votre propos, c'est les moments où justement il n'y a pas de possibilité de dialogue sur votre désir, sur ce qui vous porte, sur ce que vous ressentez, sur votre sexualité, sur votre identité. C'est ça qui fait souffrir un couple, c'est le manque de mots. Oui, parce que ça génère beaucoup de frustration et beaucoup de souffrance en fait, parce que notre besoin fondamental, c'est aussi le besoin d'écoute. Et ça, quand on a besoin d'exprimer des choses, mais qu'on sait que peut-être ça va blesser l'autre ou que on va pas forcément, parce on aime quand même la personne avec qui l'on vit ou avec qui l'on est, donc on va pas l'exprimer. Mais c'est nous, du coup, on se met de côté en fait. C'est compliqué, Mais, sincèrement, Lisa, aujourd'hui, vous regrettez d'avoir quitté cet homme avec qui vous étiez mariée ou pas? Non, parce que là, c'est 10 ans après, on passe fatalement, je sais pas, je pensais qu'on pouvait garder des gens comme ça au fond du cœur tout le temps. Alors oui, on va les garder, on a une tendresse, on a quelque chose qui nous rappelle des bons moments, mais effectivement de l'amour amoureux, moi j'en ai plus. Et puis j'ai expérimenté tellement d'autres choses qui m'ont rendu tellement
différentes, qui m'ont fait grandir, ouais, je me suis ouverte. En fait, c'est comme si dans mon couple j'étais toute petite et en quittant ce couple, j'avais pu déployer mes ailes et après aller voir un petit peu ce qui se passait un peu partout et pour revenir aujourd'hui quand même à cette stabilité que j'avais dans mon et à cette recherche de stabilité que j'avais dans mon couple et dans lequel je me sentais bien. Donc effectivement aujourd'hui j'ai fait une boucle et je vais pas forcément revenir avec cette personne, bien sûr que non. Mais vous êtes prête à refaire un couple, oui. Oui, complètement. Merci, ce témoignage est très fort. Merci Lisa pour commencer cette émission. Je crois qu'on a bien mis la difficulté du polyamour sur la table. Absolument. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Wilfried qui va témoigner. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Nous évoquons le polyamour et nous avons Wilfried maintenant qui témoigne. Bonjour Wilfried. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel Doc. Bonjour Wilfried. Voilà, mon préambule, ce que je voulais dire, enfin ce qui me concerne, c'est que l'amour et l'amitié ont des strates et des degrés différents. À chaque type de relation, chaque rencontre, c'est une alchimie. Voilà, on peut pas dire l'amour au sens large, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais si, vous êtes très clair, Wilfried, aucun problème. Voilà, déjà, voilà ce que je voulais dire. Donc, moi, en ce qui me concerne, du coup, c'est ce qui se passe. Moi, je suis bisexuel à 200%, c'est-à-dire que je suis aussi à l'aise avec un homme qu'une femme. Et c'est pas une question de sexe, c'est une question de personne. Donc, j'entretiens une relation. Et vous aimez de la même manière un homme ou une femme? Eh ben, ça dépend de l'homme et de la femme, ce que je vous disais au début. D'accord. Non, mais et voilà. Oui. Le truc, il est là, c'est que c'est vraiment une question de personne. C'est plus une question de personne que de sexe, en fait, de ce qui se passe, de la relation, quoi. Voilà. Donc, du coup, je retiens une relation depuis 25 ans avec un ami. Alors, oui, je vais dire c'est un ami, mais c'est plus qu'un ami. C'est pas une relation amoureuse non plus. C'est bizarre, quoi. On sait plus du coup au final. Moi, je l'ai connu avec 5 personnes différentes, donc des femmes. Je l'ai fait découvrir sa bisexualité. Et en cours de route, dans ces 25 ans, j'ai rencontré une compagne avec qui j'ai passé 7 ans. Et il était déjà là. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans le polyamour. Justement, vous étiez donc vous avez cette relation sexuelle avec cet ami, qui est donc un homme. Amical et oui, d'accord. Et vous rencontrez une femme avec qui pendant 7 ans vous avez une relation amoureuse. Est-ce que les deux étaient au courant, parce que c'est un peu ça le polyamour, c'est qu'on dit les deux étaient au courant de votre votre autre relation. Non. Donc voyez bien. Mon ami, le problème, mon ami était un peu trop coincé, je pense, pour que je puisse lui en parler. Je n'ai jamais osé parce qu'elle était donc déjà. Donc vous n'étiez pas polyamoureux, si on s'en réfère à la définition du polyamour. D'accord. Mais j'avais 2 relations en parallèle, quoi. Voilà le problème. Et c'était un gros problème pour moi, de loyauté, d'honnêteté. C'est vrai que ça m'a posé beaucoup de questions, quoi. Vos amis connaissent votre compagnon, votre cercle social? Est-ce que, parce que ça fait quelques années, j'ai l'impression maintenant que vous le fréquentez. Oui. Certains oui, d'autres non. Et là, c'est là où je vois les personnes à qui je peux faire confiance, je peux raconter ma vie personnelle, et d'autres non. Voilà, donc tout le monde n'est pas au courant, pour répondre à votre question. C'est un peu mon jardin secret, comme beaucoup de gens. Voilà. Mais pourquoi? Parce que c'est votre bisexualité qui ne serait pas acceptée? Non, je les sens pas prêts, puis c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas ça mènerait rien à la relation, et puis c'est pas des personnes forcément ouvertes là-dessus. Voilà, il y a ça aussi, quoi. Et vous pensez que vous avez un sentiment, j'ai entendu votre préambule, mais tout de même j'ai l'impression que vous tenez beaucoup à lui. Ah oui. Et ça s'apparente quand même à un sentiment amoureux, ce que vous décrivez. Complètement. Mais lui n'était pas prêt à être amoureux d'un homme. Je l'ai fait découvrir sa bisexualité. Voilà. Et là, on revient de loin, on va dire. Oui, lui est toujours avec une femme, si j'ai bien compris. Oui, mais ça me pose aucun souci parce que voilà, c'est la liberté de chacun. Moi, j'ai pas l'intention de faire ma vie avec non plus. C'est pas une relation gay, quoi, au sens gay, voilà. C'est particulier, quoi.
Et je respecte ces freins qu'il a eu tout au long et surtout au début. Ça m'a demandé beaucoup de patience parce que c'est au début, il était complètement coincé, puis là, ça y est, maintenant, voilà, il est plus coincé. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu du désir, des sentiments pour un autre homme? Ah oui, bien sûr. J'ai même eu des relations avec d'autres hommes, bien sûr. Donc cette part homosexuelle de votre être, vous avez le sentiment de l'assumer tout de même? Ah oui, mais discrètement aussi. Discrètement, je sens que vous êtes un peu en défense quand même, un peu en résistance par rapport à ça, je sens. La société, enfin voilà, bon, maintenant ça va mieux, mais on était quand même dans une société où jusqu'en 83 ou 84, bien sûr, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale quand même. Absolument. Alors, mais donc, même la bisexualité est accueillie depuis très peu de temps. Hein. Ben voilà. Il y a encore 15 ans, quelqu'un qui se disait bisexuel, on considérait qu'il n'osait pas affirmer son homosexualité. Donc on voit bien que ça bouge, hein, mais ça bouge pas vite. Hein. Sur la bisexualité, il y a encore beaucoup de réserves. Si la société... surtout... Oh pardon, excusez-moi Wilfried, je suis désolé. Excusez-moi. Allez-y. Oui, excusez-moi. Surtout en milieu libertin que je connais bien aussi, on voit plus de femmes bisexuelles dans le milieu libertin. Les hommes bisexuels, à la limite, se cachent dans les coins, on va dire. Ça existe, hein, mais c'est très caché, quoi. Mais ça commence à exister, que ça n'existait pas il y a 10 ans encore. Ah oui, il y a 10 ans, c'est récent. Je connais aussi, j'ai fréquenté. Parce que est-ce que vous auriez, dans un monde plus tolérant, plus ouvert, est-ce que vous auriez aimé faire votre vie avec cet homme, vous endormir avec lui, passer des vacances avec lui, vivre cette vie avec lui, et que ce soit pas dans la clandestinité, mais vous auriez aimé pouvoir aller au bout de cela? Parce que lui, il aurait aimé surtout, voilà. Parce que vous, pas lui. Oui, moi, oui. De toute façon, on s'appelle tous les jours, on est en relation permanente. Il y a vraiment une relation très proche. Ah oui, je l'entends. C'est un ami avec qui on a du plaisir sexuel, quoi. C'est une jouissance mentale, physique, et de se retrouver, quoi. Voilà. Oui, c'est ce que je disais à Brigitte pendant que les micros étaient éteints, et je disais que dans ce polyamour, justement, ça peut être un compromis. Il y a une idée de compromis par rapport à la bisexualité. Donc vous voyez, vous illustrez bien cette idée, je trouve. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est un compromis, mais c'est pas facile à gérer. Non. Et puis c'est vrai que j'étais très mal à l'aise de pas alors la question toujours qu'on va certainement se poser toujours dans cette émission, hein, où on parle de polyamour. Est-ce que c'est par rapport à la société, à la morale qui existe forcément dans une société, ou est-ce que c'est par rapport à notre éthique personnelle, où on aimerait être tout pour l'autre et qu'il soit tout pour nous? Est-ce que, parce qu'au fond, on sent bien, Wilfried, que quelque part il y a des tiraillements, hein, chez vous. Mais c'est là où peut-être où ça doit se travailler en thérapie, hein, tout ça. Oui, enfin c'est pas insupportable non plus. Non, je dis pas. Je disais pas que vous avez. Non, je dis pas que vous avez besoin, voilà. mais ça peut se travailler si c'est trop, si ça tiraille trop, quoi. Non, ça va, c'est gérable, je vais dire. Mais bon, c'est vrai que c'est une question de personne. J'aimerais bien trouver la bonne personne aussi. Oh bah là, j'ai l'impression que votre cœur parle tout seul. Quand on vous écoute, il y a beaucoup de sentiments. C'est très touchant. On perçoit bien à quel point vous êtes attaché à cet homme. Et je trouve que ce que vous dites est juste. C'est que vous avez aussi fait en fonction de votre époque, en fonction des codes familiaux, sociaux. Vous avez fait comme vous pouviez. Mais on pourrait... familiaux, oui. Non, mais on pourrait dire, Wilfried, si lui était prêt à vivre vraiment une histoire d'amour avec vous, peut-être que vous seriez prêt à vivre en couple tous les deux et à vous autoriser de temps en temps une petite parenthèse, pour reprendre le joli terme de Lisa tout à l'heure. Oui, une parenthèse, j'aime bien l'idée, ouais. Oui, c'est joli. À voir comment l'avenir. Non, mais je suis pas là. On est dans un rêve. Hein, on est dans une rêverie. Oui. Ah oui. Ça serait peut-être ça pour vous l'idéal, si idéal il y avait. Mais l'idéal, je le vis déjà avec lui, quoi. J'ai envie de dire, je suis déjà très bien dans ce qui se passe, quoi. Mais après, oui, pourquoi pas. Mais est-ce que je sais pas s'il serait prêt à ça. Je pense pas. Non, mais c'est pour ça que je parlais d'idéal. Voilà. Et puis c'est pour ça que Brigitte vous invitait à réfléchir à votre désir et pas à celui de l'autre. Je suis un peu perdu, je vous avoue, pour être honnête.
Oui. Oui. Et j'ai du mal à répondre à la question. C'est-à-dire vous le respectez et c'est tout à votre honneur. Vous le respectez dans son, j'allais pas dire son désir, j'allais dire dans ses inhibitions. Hein. Vous les respectez. Vous le respectez. Du coup, c'est pas possible pour vous d'imaginer autre chose. C'est ça. C'est lui qui mène le bal un peu. Oui, oui. Et c'est peut-être ça l'amour, c'est de respecter l'autre dans ses difficultés et de ne pas lui imposer ses désirs. Oui. C'est peut-être pour ça que ça dure depuis aussi longtemps, surtout parce que je l'ai jamais brusqué. Parce que bon, quelqu'un d'interro qui découvre que bon, il prend du plaisir. Mais enfin, Wilfried, excusez-moi, je vais vous faire une petite pointe d'humour un peu et vous taquiner un petit peu. Pour un bi, vous avez quand même beaucoup parlé de l'homme et pas beaucoup de la femme. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'il compte beaucoup dans ma vie. Non, mais oui, enfin après, bon. Non, mais si. Tout à fait. Non, mais je vous taquine. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, on compte beaucoup l'un pour l'autre. Et puis, la relation féminine, c'est vrai que c'est plus compliqué. Je trouve que les relations en femmes sont beaucoup plus compliquées qu'entre hommes, en fait. Pour avoir expérimenté les deux, en fait, c'est mon avis, attention, c'est mon expérience. Je cherche pas à pervertir. Lapsus révélateur, là. À convaincre d'autres hommes qui sont sur la tangente et qui ont envie d'essayer. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je sais, pour avoir vécu des relations avec des hommes, non, mais les femmes, c'est toujours compliqué pour moi. Voilà. Je vais vous dire, les couples gays fonctionnent souvent beaucoup mieux que les couples hétéros. Ça, je confirme. Je suis d'accord. Et voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut généraliser. Je parle de moi, donc je ne veux pas étendre. Mais moi, personnellement, c'est beaucoup plus simple avec un homme qu'avec une femme. Mais au niveau du quotidien, je ne parle pas sexuellement, etc. Non, mais on est un peu chiante, d'accord, Wilfried. Merci du compliment. Non, mais nous aussi, tout le monde est chiant. Mais non. Allez, je vous remercie beaucoup, Wilfried, de votre témoignage. On voit que tout ça n'est pas simple, évidemment. Bonne émission, au revoir, merci. Merci. Gabriella va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une après à Samuel Doc. Alors évidemment, Gabriella, est-ce que ça vous tente, vous, le polyamour ? Non. Pas du tout, c'est clair, c'est un non. Je suis bien hétéro, ouais. Bon. Alors, deuxième question, puisque vous aimez les hommes, vous préférez les gros ou les petits sexes ? C'est un tout, alors je peux pas trop dire. Ah oui, vous englobez les testicules. Oui, d'accord. Okay. D'accord. Donc, vous avez besoin du trio, hein, d'accord, on est d'accord. Et dernière question, est-ce que vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires ? 1. Très bien. Eh ben, vous avez répondu rapidement aux 3 questions et vous avez la possibilité d'en poser une à Samuel Doc. Oui, alors je voudrais savoir, bonjour Samuel Doc, j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire ce métier-là que vous faites. Quand je me suis rendu compte alors déjà moi j'ai choisi de devenir psychologue parce que je voulais pas faire des études de lettres, même si j'avais déjà le désir d'écrire. J'avais peur d'être formaté et de pas pouvoir développer mon propre style. Je suis arrivé comme ça dans des études de psycho et puis après voilà, certaines de mes blessures se sont ouvertes, se sont révélées et là j'ai eu besoin de l'appui de la psychanalyse et de fil en aiguille j'ai fait un stage dans une aide sociale à l'enfance et je me suis rendu compte que je pouvais être utile aux autres et là ça a été vraiment une immense et puissante révélation pour moi de me rendre compte que moi qui avais été tellement dans un désespoir, dans un désarroi, dans un désêtre, je pouvais offrir à d'autres ce chemin qu'un psychanalyste avait ouvert pour moi et c'est là que ma vie a réellement pris du sens. À partir du moment où il y a eu cette bascule ou de sauver, j'ai pu devenir entre guillemets sauveur. Voilà, je sais pas si je vous réponds mais c'est comme ça que ça du coup ça a dû être douloureux. Vous savez, c'est un tout. C'est à la fois, oui, une grande douleur, mais c'est aussi une révélation à nous-mêmes lorsqu'on démarre un travail psychanalytique et surtout une vie de l'âme, une vie de l'esprit. Et ça, c'est être libre. Être vivant, c'est être libre. Quand on parvient à se rendre compte de qui on est, on transige beaucoup moins sur son désir et on se laisse moins aliéner, que ce soit par sa famille, par ses groupes sociaux ou collectifs ou que sais-je encore. Donc tout a un prix, même la liberté. Bien sûr. Merci Gabriella. Merci beaucoup. Merci avec beaucoup. plaisir.
Allez, une petite pause et on continue à vous donner la parole. Venez témoigner de vos amours au pluriel, puisque on parle de polyamour. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Samuel Doc, psychanalyste, la grande question, peut-on aimer plusieurs personnes? Il me semble bien que oui. Et nous avons Estelle maintenant qui est en ligne avec nous. Bonjour Estelle, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, je suis très contente. Je vous écoute depuis très longtemps, donc je suis très contente de pouvoir participer à l'émission. Et bonjour Monsieur Samuel Doc. Bonjour. Merci, on vous écoute, allez-y. Voilà, j'ai vécu une histoire d'amour passionnante avec un homme qui avait déjà 2 femmes en fait. Je vous explique. Donc il était marié et il avait une maîtresse de longue date. Donc ça veut dire depuis 10 ans, il était déjà avec une femme donc extra-conjugale. Et donc cette relation a démarré il y a à peu près 1 an. Qui durait juste très court. Mais en fait, ce monsieur, il a repéré que moi j'étais en sol de proie assez facile parce qu'en fait, ma relation, en fait, avec mon mari, je suis toujours mariée. C'était en fait c'est un mariage qui battait d'elle. Donc, j'étais jamais ni vue ni entendue. Donc, il n'y avait plus de dialogue dans la maison, ni rien de tout. Donc, ce monsieur, si vous voulez, il a vu que j'étais vraiment très facile comme proie. Et donc on a entamé une relation qui s'avérait vraiment très passionnante. On est amoureux l'un à l'autre. Mais pour vous dire qu'au début, donc cette relation, ce monsieur il m'avait déclaré que il a quitté sa maîtresse, donc il a que sa femme, qui s'avérait tout à fait faux après parce que il s'est très vite remis avec la maîtresse. Et donc cette relation était partie sur les bases assez malsaines parce qu'au final, moi j'ai accepté, si vous voulez, malgré moi, à cause des sentiments que j'avais vers lui, une relation à pratiquement 4 personnes, vous voyez. Donc en fait, il y avait mon mari, il y avait sa femme, il y avait la maîtresse, voilà. Donc on était très très nombreux dans cette manège. Et très rapidement, ça a commencé de tourner, si vous voulez, de ma part, en une jalousie très malsaine. En fait, je me suis rendu compte que j'étais très jalouse et que j'ai jamais connu avant ce sentiment-là. En fait, j'ai commencé à me comparer à cette maîtresse-là. Et en même temps de me diminuer par rapport à elle. Donc en fait ça veut dire que je me sentais ça vous a déstabilisé. Vous étiez très amoureuse de lui et vous aviez le sentiment de ne pas être à la place que vous aviez envie d'être, quoi. Exactement. Donc en fait, c'était une situation très ambiguë parce que le monsieur, il me dit qu'il m'aime, mais en même temps, donc il m'aime plein d'autres femmes. Donc en fait, c'était un peu incompréhensible pour moi et une situation vraiment très malsaine. Donc j'ai très mal vécu. Et ce sont des situations qui ont, cette particulière situation me provoquait vraiment des dégâts. Je dirais c'était plus des dommages que les profits, vous voyez. Donc je n'ai pas vraiment profité de cet amour comme il fallait. Voilà, j'ai un sentiment très mitigé. Quand on vous écoute, on se dit que dans cette écologie sentimentale que vous avez connue, les protagonistes n'étaient pas tous très clairs dans leurs intentions, dans leurs sentiments, et qu'il était difficile d'y voir clair, justement. Non ? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, je pense que d'une part, moi, j'ai jamais connu la femme de ce monsieur. J'ai connu sa maîtresse, mais ce monsieur, il me mentait sur tous les angles. Donc, en fait, alors, il attendait. En même temps, au début, il vous dit bien qu'il est marié, si j'ai bien compris. Ah oui, bien sûr, et il n'a pas intention de se divorcer. Donc ça, c'est quelque chose qui était clair. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, à mon avis, vous êtes toujours avec votre mari ?
Oui, hélas. Bon, oui. hélas, enfin ça c'est autre chose. Mais donc si vous voulez, au début, il vous dit bien qu'il est marié. Vous savez bien que de toute façon, ça ne peut être qu'une aventure. Mais vous vous êtes enflammé plus que vous n'auriez pensé pouvoir le faire. Et peut-être que si vous aviez su à quel point vous aviez besoin de vous enflammer, parce que moi je dis souvent que quand on tombe amoureuse, c'est pas par hasard. Peut-être que vous auriez résisté à cette, voyez. Donc c'est quelque part. Je dis pas que la relation était saine pour vous, mais on peut pas dire non plus qu'il vous a menti. En fait, non. D'un côté oui et d'un côté non, parce qu'il a menti de côté de sa maîtresse que soit. Mais il a peut-être été sincère au départ, c'est-à-dire qu'il a peut-être pensé que vous alliez remplacer sa maîtresse. Et puis finalement, il a vécu ce qu'il a vécu avec vous, et ensuite il a repris sa maîtresse, voyez. Donc certes, mais vous savez, en amour on ment, sans le faire exprès, mais souvent on ment. Mais Brigitte, il a repris la maîtresse en même temps que moi. Donc en fait, on était, si vous voulez, deux. Mais je rejoins Brigitte. Vous étiez ce qu'on appelle polyaccueillante. Il y a un terme pour ça, c'est polyaccueillante. C'est-à-dire que vous accueillez à ce moment-là le polyamour de cet homme sans être vous-même polyamoureuse. Oui, tout à fait. Polyaccueillante, c'est le terme. Je suis d'accord. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, je j'ai pas pu faire autrement qu'avoir la passion pour ce monsieur-là. Mais en même temps, j'ai eu le sentiment que je suis moins que rien. Oui, je comprends. Non, mais je comprends à quel point ça vous a mis en danger par rapport à votre estime de vous-même. Ça, je le comprends bien. Mais si on va au bout, Estelle, on peut dire aussi que vous avez à un moment donné été polyamoureuse puisque vous étiez encore avec votre mari. Oui, tout à fait. Oui, c'était une relation extra-conjugale voilà, qui dépasse un peu mes codes aussi. Oui, mais je pense, Estelle, puisque vous nous appelez, c'est certainement parce que quelque part c'est quelque chose qui est encore compliqué pour vous. C'est par rapport à vous-même qu'il faut arriver à analyser la situation. C'est-à-dire que c'est une situation où vous ne vous êtes pas retrouvé parce que votre morale ne correspond pas à ce que vos sentiments vous ont fait vivre. Je suis complètement d'accord avec Brigitte. Et je crois que ce qui est réfréné, ce qu'on essaie de s'interdire, on le fait grandir. Quand je reçois des couples en thérapie, je remarque que quand il y a une relation extra-conjugale, si on interdit à l'autre d'en parler, de le voir, de voir son amant, eh bien on cultive en réalité cette relation. Alors que si on accueille les choses, qu'on les nomme, qu'on les pense, les choses souvent s'essoufflent par elles-mêmes. Parce qu'en plus on perd la dynamique de la transgression, qui est quand même un moteur formidable de passion. Je crois, Estelle, que vous avez été dépassée par votre désir et vos sentiments, et qu'il faut être plus indulgente avec vous-même et vous pardonner cette erreur que votre pulsion vous a fait faire, voyez. Oui, tout à fait, je pense aussi. Mais en même temps, on s'est dit qu'on a fait une erreur qui devrait plus se reproduire. Donc en fait, parce que par rapport à ce qu'on parle au sujet du polyamour, c'est quelque chose peut-être qui peut convenir à une personne, mais pas à tout le monde. Absolument. Donc moi personnellement, je sont vraiment très néfastes et toxiques pour ma part. Donc, oui, c'est toxique pour vous. Non, mais c'est sûr que c'est toxique pour vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est vous avez osé vivre votre désir, et vous en payez le prix fort. Et je pense que c'est important que vous acceptiez de vous pardonner d'avoir osé vivre ce désir qui quelque part pendant quelques semaines peut-être vous a donné le sentiment de vivre vraiment. Parce que j'entends bien que vous n'êtes pas heureuse dans votre mariage, voyez. Non. Et c'est peut-être en acceptant de reconnaître que vous avez été heureuse pendant quelques semaines, le temps que vous pensiez qu'il pouvait y avoir quelque chose, que vous allez pouvoir faire la paix avec cette histoire qui pour l'instant, me semble-t-il, vous hante un peu.
En fait, effectivement, parce qu'en fait, on se rend compte après coup, on se rend compte de tous les détails qui sont passés et qu'on n'a pas vu sur le moment parce que bon, on était aveuglés par l'amour, par la grande lumière, etc. Donc on était vraiment dans le brouillard et là je vois très bien qu'il n'y avait aucun lendemain dans cette relation-là. Il y avait juste le plaisir momentané d'un monsieur qui a un ego surdimensionné, qui veut collectionner des dames. Donc le plus il a, le mieux c'est. Parce qu'en fait après coup, ce qui s'est passé que la relation s'arrêtait parce que je me suis rendu compte qu'il est déjà sur une quatrième dame, vous voyez. Oui, je sais. Mais c'est pour ça. Vous avez dit quelque chose qui m'a un petit peu étonnée au départ. Vous avez dit j'étais une proie facile. Mais bien sûr qu'il vous a utilisé à des fins sexuelles et je ne suis pas en train de le défendre. Je dis juste qu'il faut que vous compreniez qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de cette drogue qu'est la passion. Peut-être et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ça veut dire que vous n'êtes pas heureuse dans votre vie et que cette drogue vous a fait croire à un moment donné que au moins vous alliez être heureuse. Donc peut-être que c'est important de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre vie aille mieux. Sinon vous risquez de retomber à nouveau amoureuse et peut-être à nouveau de vous blesser. Vous comprenez ? Oui, je pense que c'est une oui, tout à fait. Oui. Donc c'est une chose à régler personnellement, je pense. Oui, je crois. Il faut creuser. Tirer profit de cette leçon qui peut-être est lourde aujourd'hui, mais qui peut-être indique quelque chose sur votre vrai désir. Et peut-être voir aussi ça autrement que comme une fausse note. Dites-vous aussi qu'il y a eu de la joie, il y a eu de la gaieté, il y a eu de la jouissance. Vous voyez, ce n'est peut-être pas forcément totalement une erreur parce que l'issue était néfaste. Il y a aussi eu un bénéfice, il y a eu des choses qui vous ont porté à un moment donné. Sinon, vous vous seriez rétracté. Donc essayez aussi de penser, non pas à ce que cette relation vous a prise, mais à ce qu'elle vous a donné. Même s'il y a eu, encore une fois, j'entends des blessures. Évidemment, et elles sont là. Elles sont là, ces blessures. Bon courage Estelle et merci de votre témoignage et on voit bien que c'est loin d'être simple évidemment le polyamour. Oui. Alors petite devinette, qu'est-ce qui fait la différence entre une femme qui excite et une qui énerve? Ça va faire plaisir à Wilfried je pense cette devinette. Allez on se retrouve après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors, Samuel Doc est avec nous, vous êtes psychanalyste. Alors, on sait bien sûr qu'on peut aimer plusieurs personnes, peut-être pas de la même manière. De là à penser que le polyamour est la nouvelle manière de faire couple, c'est peut-être pas sûr, mais en tout cas, on en parle avec vous sur Sud Radio. Quel que soit votre avis, surtout, venez témoigner parce que finalement, je trouve que c'est en parlant avec vous qu'on arrive à avancer tous ensemble et donc je vous en remercie. On va donner la parole à Valérie qui a un point de vue tout à fait différent. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Qu'est-ce qui fait la différence entre une femme qui excite et une qui énerve ? Malheureusement, Brigitte, ce sera ajouté à la longue liste de mes flops parce que je n'ai pas trouvé. Bon, c'est le mariage. Voilà. Bon, on n'ose plus dire des choses pareilles. Hein, si, il faut. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Samuel Doc. Bonjour Valérie. Merci de témoigner. Donc pour vous, merci à vous. On peut pas aimer deux personnes. Hein. C'est pas possible. Moi je ne sais pas en fait. Je ne sais pas aimer deux personnes à la fois. Enfin, je n'ai pas su. Je comprends pas en fait comment on peut aimer d'amour deux personnes. Alors ce sont des amours différents certainement, mais moi non, je sais pas. Alors après, est-ce que c'est dû à ma jalousie? Parce que quand je suis amoureuse, oui, je suis jalouse. Je sais pas. Alors Valérie, je vais vous rassurer, mais quand on est dans la passion amoureuse, dans la passion qui nous prend les tripes et avec les petits papillons dans le ventre, etc., c'est très 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 rare que quelqu'un qui est dans cet état-là ait une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Ah. Ouais. Ah oui, non, mais c'est sûr. Enfin, moi, je pense que non. Effectivement, quand on a les papillons dans le ventre, on est assez exclusif. Hein. Je crois dans ces moments qui sont
qui sont pas durables d'ailleurs. C'est rare une histoire passionnelle comme ça où on a besoin de se sauter dessus plusieurs fois par jour, ça dure rarement très longtemps, mais dans ces moments-là, je crois pas qu'on ait envie de quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que vous en pensez, Samuel Doc. Je vous rejoins complètement, Brigitte. Et la réflexion que j'étais en train de me faire, c'est que je pensais à Saint Augustin qui disait que souvent on confond aimer l'autre avec aimer l'amour. Et je me demande si là, sur le polyamour, on ne confond pas aimer ses différents conjoints et aimer la partition amoureuse, l'architecture sentimentale singulière, peut-être dissidente, qui s'ouvre avec cette question du polyamour. Or, et Brigitte, c'était dans votre introduction, aimer l'autre, c'est un processus qui est long, qui est organique, qui demande des confidences, de grandir avec l'autre, de cheminer. Moi, je suis avec mon partenaire depuis 15 ans et je découvre sans cesse ses facéties et ses différents visages et j'en suis heureux et je vois combien il faut du temps pour se rendre compte de ce que c'est que aimer l'autre et faire le point sur ses propres sentiments. Et dans le polyamour, je me demande comment on peut trouver cette temporalité lente, délicate, méticuleuse pour pouvoir dépasser en fait cette question d'aimer l'amour, pour pouvoir aimer l'autre. Ça aimer, ça prend du temps, ça engage et c'est ça qui est beau. Mais donc ça rejoint un peu ce que vous pensez, Valérie, l'amour véritable est unique. Mais est-ce que pour autant ça ne permet pas ce que disait Lisa tout à l'heure, des parenthèses, c'est-à-dire qu'on peut aimer véritablement quelqu'un et puis avoir du désir sexuel pour quelqu'un d'autre. Après, on passe à l'acte ou pas, ça c'est une histoire de morale de chacun. Vous pouvez l'entendre ou pas, Valérie? Oui, je peux comprendre qu'on aime d'amour quelqu'un et que sexuellement on soit attiré. Oui, je peux. Mais moi non, je peux pas le faire. Moi, en fait, je n'y arrive pas. Ça vous est jamais arrivé dans une relation? Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes bien, et de temps en temps, vous avez une petite pensée comme ça de désir pour quelqu'un d'autre. Ça va pas plus loin, mais cette pensée-là, quand même, elle existe. Oui, bien sûr, voilà, oui, c'est tout. Tout à fait. Mais ça reste du fantasme, quoi. Voilà, oui, mais après, je dis bien, après, c'est la morale de chacun. Oui. Est-ce qu'on s'autorise ce désir-là, ou est-ce que on préfère ne pas se l'autoriser parce que, par rapport à notre morale, on considère que la fidélité, c'est un cadeau qu'on fait à soi-même, même déjà, et à l'autre. Après, c'est une pulsion. Oui. Du coup. Oui. Après, je sais pas. Mais là, en tout cas, où il y a du contrôle, là où on cherche à contrôler l'autre, à le diriger, c'est qu'en général, les choses sont déjà assez mal parties. Vous voyez ? C'est-à-dire que le véritable amour, je crois, implique une certaine forme de quiétude. Je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, j'ai un côté doux rêveur. Je pourrais tomber amoureux facilement. Et j'ai déjà eu le sentiment d'avoir des sentiments assez forts pour deux autres hommes que mon conjoint. Et je lui en ai parlé très librement. Et il a accueilli ça avec un flegme, presque une indolence profonde. Et en fait, les choses se sont dissipées, vous voyez, assez rapidement. Quand les choses sont pensées, elles deviennent plus souple et on est beaucoup plus à l'aise en fait avec ses sentiments. Oui, là je comprends. Ok, d'accord. Après, moi ma question c'est est-ce que c'est dû à cette espèce de possessivité, de jalousie qui fait que je resterai dans l'exclusivité L'abandon semble vous faire peur. Oui. Oui. L'abandon semble vous faire peur et c'est vrai qu'il faut se sentir déjà bien, sécurisé avec soi-même, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir s'autoriser justement ces écarts, ces parenthèses. Parce que moi, je me sens, j'ai l'impression moi toute seule, je suis en sécurité, et c'est lorsque j'ai une relation que je me sens plus vulnérable, moins en sécurité. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça montre bien que votre peur de perdre l'emportera sur la sécurité d'être aimé. Oui, c'est possible, oui. Ouais. Parce qu'au fond, moi j'ai tendance à dire que lorsqu'on est bien avec soi, quand on est assez bien avec soi, ce qui semble être votre cas, l'amour, l'autre, c'est un plus. Il est là, tant mieux. Il est plus là, tant pis. Mais comme on est bien avec soi, on se retrouve. Donc, vous voyez, il y a quelque chose chez vous qui laisse à penser que vous voulez avoir un peu d'emprise en quelque sorte sur l'autre. Voilà.
C'était ce que j'essayais de dire, mais vous l'avez beaucoup mieux dit, Brigitte. Non, c'est un métier. Vous voyez, parce que tout d'un coup, en effet, il vous appartient. Et donc, ça veut dire que vous avez besoin d'avoir un peu d'emprise, oui, sur l'autre. Hein. Si vous le quittez. Ça ne me plaît pas, hein. Ça c'est autre chose. Je veux pas ça, en fait, ouais. Ça c'est autre chose que ça vous plaise pas, mais c'est bien parce qu'au moins vous êtes capable de le dire. Bravo. Oui, et ça, j'accepte pas d'être dans le contrôle et l'emprise de l'autre. Ça me pose un problème, en fait. Non, mais ce qui est formidable, Valérie, et j'insiste là-dessus, c'est formidable de reconnaître que ça ne vous plaît pas. Ça veut dire que vous êtes lucide sur vous-même. Bravo. Bon, merci. C'est le début. Ouais. C'est le début de la liberté, pouvoir s'en rendre compte. Oui. Eh bien, c'est ça, c'est que je m'en rends compte et je ne sais pas comment régler ce problème, en fait. C'est parce que vous avez certainement un peu comment dirais-je, de dépendance amoureuse. Affective, ouais. Qui est chez vous. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à travailler. C'est-à-dire que cette sécurité que vous avez seule, c'est une sécurité de façade, en fait. Moi, je sais pas. Je me sens bien quand même toute seule, mais effectivement, c'est la peur. La peur de, oui, non mais c'est exactement ça, la peur de perdre le contrôle en fait, parce que je contrôle ma vie et... Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah mais oui, mais vous savez, moi parfois je demande à mes patients de me dire qu'ils sont prêts à lâcher le contrôle et ils se mettent à pleurer quand je le leur demande. Il y a un fort émoi, c'est assez bouleversant parce qu'ils ont été tout le temps dans le contrôle toute leur vie et qu'ils ont l'impression que ça va les blesser, que ça va leur faire mal de lâcher le contrôle. Et finalement les semaines, les mois de thérapie passent et là ils se disent « Waouh, quel souffle que de pouvoir être soi ». Oui, alors donc à travailler sur le contrôle, quoi. Hein, lâcher prise, quoi. Oui. Ouais. Brigitte a raison. Merci beaucoup à vous. Oui, mais de toute façon, qu'est-ce qui nous met le plus en danger que l'amour finalement, au fond. Je veux dire, on voit bien. Moi, ça on est vulnérable. Oui, franchement, moi, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai eu ma petite période mystique où j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient dans soi-disant la spiritualité. Eh bien, c'était pratiquement que des gens qui vivaient seuls. Parce que qu'est-ce qui nous met le plus en danger que l'amour ? C'est très bien dit, Brigitte. Et finalement, quelle est la seule issue de l'amour véritable ? C'est pas le divorce, c'est pas la séparation, c'est pas l'abandon, c'est pas la tromperie, c'est le deuil. Eh bien, on en dit des choses en parlant du polyamour, hein, Valérie. Ça laisse beaucoup de larges réflexions, quoi. Oui, je crois que ça fait des millénaires qu'on parle de l'amour et qu'on n'a toujours pas réussi à en donner la vraie définition universelle. Il y a tellement de facettes que, effectivement. Eh oui. Bon, encore quelque chose de plus à travailler, quoi. C'est formidable tant qu'on travaille, c'est qu'on avance, bien vivant, c'est qu'on chemine. Oui. Merci Valérie. Merci à vous. Bon après-midi, au revoir. On fait une petite pause et puis on continue évidemment à vous écouter et on essaye d'avancer parce que c'est pas facile sur l'amour. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Quand on ne se fait pas entendre, nos agriculteurs, on parle de nous que pour le salon de l'agriculture, quand on a le président qui va caresser le cul des vaches, comme on dit. Sud Radio, parlons vrai. D'emploi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, on évoque le polyamour et franchement, merci Samuel Doc de vos réflexions, merci à tous ceux qui ont déjà témoigné et je trouve qu'on fait une belle émission, on avance bien et Tom, je crois, on va bien avancer avec vous aussi. Bonjour Tom. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Tom. Alors déjà, effectivement, je voudrais confirmer ce que vous venez de dire. J'ai énormément apprécié le premier témoignage de Lisa, si je dis pas de bêtises, qui a dit énormément de choses. Oui. Et du coup, ça a pas mal trotté dans ma tête par rapport à ça. Et également un mot que j'ai découvert de la part de Samuel, être poly-accueillant. Ah, moi aussi, je l'ai découvert. Mais pas poly-accueillant. Donc maintenant, je saurais l'utiliser à bon escient. Et effectivement, ça donne une vision différente du polyamour, je trouve, avec le fait d'être poly-accueillant. Et là où je voudrais rebondir, c'est sur l'aspect jalousie-envie. Et là où beaucoup de personnes, je pense, ne peuvent pas comprendre ce que c'est que le polyamour ou se dire ce n'est pas possible. Est-ce que c'est parce qu'elle serait vraiment jalouse qu'une autre personne aime quelqu'un d'autre ou peut-être parce qu'elles ne connaissent pas ce que ça peut être et qu'elles n'ont jamais éprouvé éventuellement d'avoir d'autres sentiments amoureux pour une personne. Et c'est là, à chaque fois, même moi, des fois, j'ai du mal entre jalousie et envie à bien déterminer lequel des deux c'est. Mais il y a cette notion-là, je pense, pour les personnes qui ne peuvent pas comprendre ce que c'est que d'être capable d'aimer plusieurs personnes à la fois,
c'est peut-être qu'elles n'ont jamais été dans ce cas-là. Comme souvent, c'est le cas dans plein de choses. Bien sûr. On a tendance de toute façon à ne voir les choses qu'à travers son prisme à soi, hein, Tom, vous avez raison. Quelle est votre situation sentimentale ? Oh pardon, allez-y, excusez-moi. J'allais vous demander simplement quelle était votre situation sentimentale pour qu'on puisse vous suivre. Alors, moi, je suis en couple depuis 17 ans, voilà. Je suis également libertin à mes heures perdues. Je rencontre beaucoup de personnes, effectivement, mais là, on confond souvent cette sentiment. Attention Tom, parce qu'on vous perd un peu, c'est dommage parce que ça se... Vous m'entendez ? Oui, ça va là. Ouais, c'est plus bouger. Non, je disais, oui, à mes heures perdues, je suis libertin également. Dans ce milieu-là, on confond souvent sentiment et bien-être avec le plaisir, le sexe. Et effectivement, tout ça, ça peut se rejoindre un petit peu quand on peut croire des choses, on peut croire qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes. Moi, je sais que dans ma jeunesse, j'ai des sentiments pour plusieurs personnes à la fois. L'époque, donc dans les années 90, je ne sais pas ce qu'était que le polyamour, et tout ça. Et évidemment, est-ce que c'était me dire, alors pas polyamour de ce que j'ai compris, il faut que les trois personnes soient d'accord en étant des émissions. Mais effectivement, pour moi, je parle du. Mais quand vous étiez, alors Tom, c'est intéressant parce que souvent, quand on est jeune, qu'on n'est pas encore réellement entre guillemets casé, on peut être avec plusieurs personnes, avoir des sentiments pour plusieurs personnes. Mais je reviens à ce que disait Samuel Doc, c'est que finalement là, on est plus dans le sentiment amoureux que dans l'amour, puisqu'en fait, on papillonne, si je puis dire, et donc on pourrait dire qu'en effet, vous étiez peut-être polyamoureux à ce moment-là, mais est-ce que vous le disiez vraiment à vos différentes relations, ou est-ce que au fond vous cachiez le fait d'être avec peut-être plusieurs personnes? Alors justement, je n'étais pas avec personne. Vraiment, le sentiment, c'est quelque chose que je ressentais en moi, en me disant quand je suis avec la personne avec qui j'étais, je l'aimais, et quand j'étais avec une personne, j'avais envie aussi de pouvoir le lui dire, mais je ne le Alors, je suis désolée, on vous entend vraiment mal, Tom. On va essayer de régler ce problème. On va demander à notre réalisatrice de faire quelque chose. Je crois que ce qui est important peut-être, et ça on ne l'a pas encore dit, Samuel Doc, quand on est polyamoureux, on est donc apte à dire je t'aime à plusieurs personnes. En tout cas, au moins à deux personnes. Oui. On est d'accord sur cette définition. Exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est vraiment cette capacité à aimer plusieurs personnes. C'est juste. Ce qui ne signifie pas, d'ailleurs, de se mettre en trouble ou autre. C'est exactement ce que vous venez de nommer. C'est la capacité à aimer à plusieurs endroits, à plusieurs personnes. C'est très juste, oui. Et ça, c'est peut-être important de bien le signaler. Et au fond, c'est pas pour autant qu'on va coucher avec plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on peut très bien, mais on a la possibilité on se donne cette liberté-là de dire je t'aime à plusieurs personnes. Voilà. Et je crois que c'est encore une fois toujours par rapport à soi qu'il faut essayer de comprendre les choses. C'est-à-dire que c'est d'abord par rapport à soi qu'on est polyamoureux, pas par rapport aux autres finalement. Oui, et d'ailleurs le témoignage de Tom est utile puisqu'il nous aide à différencier le polyamour du libertinage. Dans le libertinage, il y a quand même une notion de récréative, érotico-sexuelle et fantasmatique, tandis que dans le polyamour, c'est vraiment le sentiment amoureux. Et comme vous l'avez très justement nommé, ça n'implique pas une pratique sexuelle d'ailleurs. C'est pour ça, le libertinage n'est pas le polyamour. Tandis que le libertinage, on va éventuellement avoir des relations sexuelles avec d'autres, mais on va pas dire je t'aime à d'autres. C'est une différence assez intéressante à signaler. Tom, merci, on vous a retrouvé, je vous laisse la parole. Allez-y. Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, ça m'est déjà arrivé qu'une personne me dise comme ça je t'aime dans le cadre du libertinage, mais moi je l'ai pas pris pour argent comptant, puisqu'effectivement les hormones, tout ça, le plaisir nous font dire des choses. C'est pas la même chose qu'effectivement quand on va côtoyer une personne au quotidien sans sexualité. Parce que pour moi, je pense que peut-être le polyamour, c'est qu'il faut retirer la partie sexe qui nous fait perdre la tête à des moments, et vraiment de pouvoir dire voilà, je suis avec deux personnes, je sais pas comment me départager et tout ça. Et voilà, et comme je disais, quand j'étais plus jeune, effectivement, je n'avais qu'une seule relation, je n'avais pas de relation en parallèle, mais à des moments donnés, j'avais envie de dire je t'aime à une autre personne parce que j'étais bien avec elle. Alors, est-ce que ça pouvait être du polyamour, est-ce que c'était autre chose? C'est différent, mais voilà, il faut pas faire un amalgame. Et puis surtout, comme je disais au tout début, c'est l'envie, la jalousie font que des personnes ne peuvent pas comprendre, et puis d'autres personnes, justement, sont polyaccueillantes.
Et ça rejoint... pardon. Allez-y, Paul. Ça rejoint ce que disait Brigitte, ça rejoint exactement ce que disait Brigitte pendant qu'on cherchait à retrouver notre connexion avec vous, c'est que ça questionne le rapport à soi, cette notion de jalousie, cette notion d'envie. Et pour vous répondre, quand on est jaloux, c'est qu'on veut ce que possède l'autre, tandis que quand on est envieux, c'est qu'on veut détruire ce que l'autre a. Voilà, c'est là que se situe la différence. Et j'apprécie aussi beaucoup votre propos sur le couple au quotidien, comme une manière de grandir avec l'autre, parce que aimer aussi, dans la globalité, dans l'altérité, c'est aussi pouvoir accepter finalement ce côté parfois gris du quotidien, mais d'où peut émerger de la beauté quand on arrive à rencontrer l'autre. Tout à fait. Une sorte de sentiment sculpté avec le temps. En tout cas, j'ai l'impression que quand je reçois des patients, ceux pour qui ça va le mieux sur le plan sentimental, c'est ceux qui arrivent à cheminer aux côtés de l'autre, à découvrir mieux l'autre et à se découvrir par là mieux eux-mêmes. Donc je vous rejoins totalement. Et comme vous disiez dans les précédents témoignages, à partir du moment où, comme avec votre compagnon, quand il y a de l'acceptation, tout paraît plus simple. Oui, et ça, finalement, ça repose sur ce qu'on appelle la sécurité affective qu'on a eue ou pas durant l'enfance. Si on a eu la chance d'être assez sécurisé sur le plan affectif dans l'enfance, on va être plus à l'aise avec la jalousie, on va être plus capable à faire confiance. Alors après, nos relations qu'on va rencontrer tout au long de notre vie vont peut-être construire cette sécurité affective ou la détruire, mais c'est tellement, je veux dire, c'est une question individuelle. On peut pas faire une généralité sur tout ça. Non, oui, tout à fait. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous, puisque moi, je sais que dans mon enfance, j'ai reçu beaucoup d'amour, tout ça. Donc, effectivement, je ne suis pas, parfois, je peux être inquiet, et puis parfois, je peux être effectivement, je suis pas dans l'envie, mais comme le fait de la destruction, mais jalouser certaines choses, parce que je sais que j'aimerais les avoir, c'est pas telle situation. Voilà. Mais effectivement, ouais, ça rejoint. C'est pour ça que souvent, dans la jalousie, on l'avait évoqué lors d'une précédente émission, en fait, c'est un désir refoulé qui vient s'exprimer. Souvent c'est ça. Souvent c'est ce qui se joue. Ça peut être ça, oui. Ça peut être ça. Mais si si on a été aimé enfant, on se sent suffisamment aimable pour être aimé, donc on n'est pas très inquiet si l'autre, à un moment donné, va faire une petite parenthèse, pour reprendre cette jolie expression. Voilà. Bon, on avance, Tom. Merci beaucoup de votre témoignage, en tout cas. Merci infiniment. Est-ce qu'il faut tous se dire sexuellement? C'est le Love Conseil dans un instant. Puis on va tester un coffret de jouets intimes que nous ont envoyé ruedesplaisirs.com. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Samuel Doc, faut-il tout se dire sexuellement? Alors on le dit, on le répète dans cette émission, bien sûr qu'il faut communiquer quand quelque chose ne va pas sexuellement ou quand on a envie de quelque chose. De là à faire un compte-rendu après chaque rapport sexuel, c'est certainement pas bon pour la sexualité du couple, ça je pense que personne n'en doute. Je crois que ce qui est important à comprendre, c'est que je crois que c'est un de vos copains, Lacan, qui avait dit il n'y a pas de rapport sexuel, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que chacun a sa fantasmatique et chacun imagine pas forcément la réalité de l'autre. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une part de mystère de l'autre dans la rencontre sexuelle. Ah oui. Et je pense qu'on peut tout dire, mais je crois que c'est un problème, et peut-être que je vais choquer quelques-uns de vos auditeurs, mais je crois aussi qu'un peu de pudeur et de ne pas tout montrer, forcément, ça peut aussi préserver le couple, parfois. Voilà, donc je crois que c'est important de se dire, ce Love Conseil, je voulais juste montrer qu'à quel point la transparence dans le langage de la sexualité, ça n'existe pas. Donc qu'il faille évidemment quand il y a quelque chose qui va pas, le dire, c'est important. Quand on a un désir de quelque chose, c'est peut-être bien de le dire. Mais attention de ne pas vouloir absolument tout poser des questions sans arrêt ou tout dire. Et puis moi je trouve qu'un peu d'humour ça aide parfois à dire les choses sans les dire. C'est vrai que faire une sorte d'examen de ce qui s'est passé, ce serait finalement rendre l'autre responsable, voire le rendre responsable de notre propre plaisir, alors que rappelons-le, notre propre plaisir il dépend d'abord de nous
l'autre ne pourra nous faire jouir que si on a envie de jouir quelque part. Hein. Donc, essayez de communiquer plutôt avec vos corps pendant le rapport. Et puis de temps en temps, quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, évidemment, il n'est pas question de se taire, mais attention à cette transparence qu'on essaye de mettre partout. Et à mon avis, dans la sexualité, c'est pas une bonne chose. Je suis totalement d'accord. Il faut une part de manque, une part d'étrangeté et d'inconnu pour pouvoir désirer. Voilà, donc c'est important de se le rappeler. Et nous avons Séverine qui a reçu ce coffret Mes premiers sextoys. On le trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Et donc, en effet, c'est un coffret avec pas mal de jouets différents. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Pascal. Oh, Samuel, pas Pascal. Samuel, pardon. C'est qui ce Pascal, Séverine? Je ne connais même pas. C'est bientôt Pâques, c'est pour ça. Non, du tout, pardon. Non, vous avez peut-être surnommé le petit jouet violet Pascal, je ne sais pas. Non, même pas du tout. Je ne vais pas donner de surnom. Et tout d'abord, merci beaucoup pour le cadeau et du coup, les essais en même temps, qui ont été, on va dire, une découverte pour moi en partie. C'est vrai? C'est vos premiers sextoys? Je le connaissais. Alors le sextoy, je connaissais et j'ai déjà utilisé. Par contre, je n'ai jamais utilisé le Switch, donc le stimulateur clitoridien en fait. Le Womanizer, le fameux Womanizer, vous aviez jamais reçu? Oui. Non, je savais même. Alors, pour dire que je suis peut-être un peu novice dans ce domaine parce que je ne savais même pas que ça existait de cette façce-là en fait, en tout cas. Donc, voilà, on en découvre tous les jours. Et alors, vous avez reçu ce coffret, il y a 2 jouets, plus un lubrifiant et un produit pour nettoyer les jouets. Hein. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Donc voilà, on a découvert ça avec mon partenaire et ça on a rigolé au départ évidemment ce qu'on découvre, donc c'est toujours un petit peu marrant d'avoir ces petits jouets on va dire, et puis on se les est bien appropriés en tout cas et ça s'est bien passé et appréciable en tout cas pour ma part, enfin pour tous les deux d'ailleurs de toute façon. Donc, Et vous avez préféré lequel des deux? Le Womanizer pour ma part. Oui, voilà. Je ne suis pas très surprise. Hein. Je ne suis pas très surprise. Dis donc, j'aurais dù le découvrir bien avant. Il est jamais trop tard, hein, Séverine. Non, il n'est pas trop tard effectivement, mais donc j'étais ravie de ces découvertes. Alors, je pense probablement peut-être pas l'avoir exploré encore en intégralité, mais bon, écoutez, on vous le laisse, hein, vous en faites ce que vous voulez. Bon, merci voilà que j'arrive pas à l'arrêter, ce Womanizer, il continue à vibrer, mais c'est pas grave. Hein, Il a l'air puissant, parce que quand vous le posez sur la table, ça fait vibrer la table jusqu'à moi. Je sais plus trop quoi en faire, mais bon, je vais essayer de l'arrêter, ça finira bien par s'arrêter. Hein. J'ai eu le même problème aussi quand même. Ça, alors comment vous l'avez arrêté? Aidez-moi, je vous en supplie, Séverine. Il faut rester appuyé longtemps dessus. C'est ce que je fais, mais... mais j'ai eu, une fois j'ai réussi, la première fois j'ai eu du mal aussi, j'ai attendu, et puis après... Dans 3 heures, il s'arrête? Non, oui, il y aura plus de piles. Non, mais parce qu'il fonctionne à pile, justement, donc... remarquez, ça nous laisse le temps de jouir. Hein. Ça y est, je l'ai arrêté, c'est bon. Je me sens mieux. Non, mais je trouve que ce qui est pas mal quand même, c'est parce qu'on a 2 jouets, plus quand même un lubrifiant pour 49,90 €. Je trouve que le coffret est intéressant pour ça. Ça permet vraiment de pouvoir s'amuser pour pas trop cher, parce que c'est quand même... voilà. Donc tout à fait. C'est le côté très positif de ce coffret, je trouve. C'est ce que je me suis dit, pour découvrir, c'est bien. Après, comme c'est une première, donc après, je sais pas ce qui existe d'autres et s'il y a mieux. Donc toujours est-il. On vous en enverra d'autres, Séverine. J'ai compris le message. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Non. J'en ai profité de ce fait évidemment pour aller voir sur le site. Hein, donc j'ai vu qu'il y avait d'autres choses et que ce sera une occasion pour moi aussi après d'aller tester d'autres choses en commandant directement sur le site. Mais vous pourrez aussi en tester d'autres, vous ne vous inquiétez pas. Alors, quelle note vous donnez à ce coffret, Séverine? Je dirais 8, voilà. Donc, d'accord. Très bien. Je pense que ça reste c'est très correct, voilà. C'est quelque chose qui me plaît bien.
Donc 8 sur 10, ce coffret Mes premiers sextoys que l'on trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Merci beaucoup Séverine, et on va continuer avec Anan qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour Samuel. Bonjour Anan. Donc, vous aimeriez, vous, essayer le polyamour? C'est ça, exactement, oui. Il faut essayer alors, non? Le problème, c'est que je n'ose pas encore franchir le pas, parce que le problème, c'est qu'on parlait d'infidélité tout à l'heure, et le problème, c'est que j'ai déjà été infidèle plusieurs fois, énormément de fois. Et à l'époque, quand j'étais à la fin de mon adolescence, j'avais fait ça par du polyamour, mais c'était clairement pas du polyamour. Parce que quand on parle de polyamour, derrière ça, il y a un consentement déjà des deux personnes avant. Oui, bien sûr. Ou alors, si on est seul, c'est l'annoncer la couleur aux autres. C'est ça. Il y a une idée de transparence dans le polyamour, de toute façon, qui est assez à la mode aujourd'hui, de tout se dire. Oui, j'ai remarqué, oui. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans le polyamour, les notions qui sont censées être centrales, c'est égalité, respect, consentement et liberté. Donc, c'est vrai que c'est différent de l'infidélité telle que vous la présentez, théoriquement en tout cas. C'est ça. Mais vous l'avez bien vécu, l'époque où vous aviez plusieurs aventures, vous étiez assez infidèle, puisque vous l'avez dit le mot, donc je le réutilise. Parce que je parle du principe que comme je suis jeune, j'aime tâter, explorer des choses. Et je suis, on va dire, plus libertine dans ce côté-là où je suis très libre sexuellement, d'un côté. Et il y a un autre camp où je sais pas prendre des décisions dans la mesure où je peux tomber amoureuse de plusieurs personnes. Ah oui. Donc vous êtes dans votre dans votre cœur, si je puis dire, vous êtes polyamoureuse. On va dire ça comme ça, mais si j'aime pas trop ce terme. Non, pourquoi? Je sais pas, c'est trop. On va se justifier, et justement, j'aime pas trop me justifier, justement. Vous voulez rester vraiment libre, pas d'étiquette. C'est ça. Oui, à ce moment-là, vous dites je suis moi, et puis voilà. Voilà, avant tout, ouais. Ça implique peut-être, si on gratte un peu, de penser ce qui vous manque au fond de vous, au fond de votre cœur, et pourquoi finalement il y a cette quête de plusieurs partenaires, de plusieurs personnes à aimer. Parce que si aujourd'hui je suis votre propos, si vous vous mettiez dans un trouble par exemple, il y a fort à parier que vous auriez envie d'aimer encore d'autres personnes, que ce serait sans fin. Peut-être que cela parle de votre façon de vous aimer vous-même au final, un petit peu. Fort possible, ouais. Fort possible, il y a ça. Oui. Parce que à la fois vous avez dit que vous aviez été infidèle, mais en même temps vous avez dit que vous avez aimé plusieurs personnes en même temps. Donc on voit bien que chez vous il y a une soif, j'allais dire, d'amour et de sexualité qui vous semble assez inépuisable, et tout ce qui pourrait limiter cette soif ne vous va pas. C'est ça, en vrai j'ai toujours envie de plus. Oui. Genre une personne, ça ne suffit pas, j'ai besoin de plus d'amour. Ah oui, comme un puits. Donc il y a quelque chose qui serait peut-être, j'aime pas trop ce mot parce que ça voudrait dire que ça vous fait souffrir, ce qui a pas l'air d'être le cas, mais il y a une sorte d'addiction à l'amour et au sexe. C'est ça, c'est exactement ça. Bravo, madame. Oui, mais est-ce que vous en souffrez de ça? Est-ce que vous souffrez de ce besoin que vous avez ou pas? Non, pas tellement, non. Mais est-ce que les autres en souffrent, à votre avis? Les personnes, oui, ça, je vais pas m'en vanter. Oui, j'ai clairement fait souffrir des personnes avec qui j'ai été avant. C'est pas un secret. Et j'ai moi-même aussi souffert en retour. Oui, donc c'est pas... Mais vous avez souffert de les faire souffrir, ou vous avez souffert parce qu'ils vous ont fait souffrir? Les deux. Les deux. Un peu de tout, oui. Alors je crois que pour être en paix avec vous-même, ça serait intéressant d'être plus clair quand vous rencontrez quelqu'un. Lui dire, moi je suis libre, je veux garder cette liberté d'être, d'aimer et de cette liberté sexuelle,
je suis comme ça pour l'instant. Ça sera peut-être pas comme ça toujours, hein, mais pour l'instant, vous avez besoin de cette liberté-là. Donc, accordez-vous-la, reconnaissez-la et annoncez la couleur aux autres. Comme ça, vous éviterez des choses qui peuvent peut-être être prises pour des mensonges ou des trahisons et qui font souffrir. Peut-être. Et aussi pour que les personnes ne souffrent pas aussi en retour. Hein. Ça parle aussi peut-être de ce que vous espérez, de ces liens sexuels, de ces liens amoureux, parce que j'ai le sentiment en vous écoutant qu'il y a des blessures anciennes, des blessures familiales, des blessures de l'enfance, et que quelque part vous attendez de ces autres, peut-être qu'ils vous soulagent, qu'ils vous réparent, mais malheureusement ça ne fonctionne pas, alors ça vous oblige à changer de partenaire en attendant de trouver cette réparation, cette cicatrisation. Donc peut-être qu'il faudrait pouvoir vous interroger sur ce qu'est cette blessure qui vous fait tellement mal dans votre vie et qui vous mène à cette compulsion que décrit avec beaucoup de justesse Brigitte. Peut-être faire un travail sur vous-même pour vous préserver. En tout cas, pour l'instant, vous avez trouvé une solution qui vous permet de moins souffrir. Mais c'est une solution qui n'aura qu'un temps. Hein, c'est ce que veut dire Samuel. Voilà. Donc peut-être que ça vaut le coup de vous poser un peu la question de ce que vous allez y chercher. Parce que quand on parle d'addiction, on va chercher quelque chose que de toute façon on ne peut pas trouver. Voilà. Vous comprenez ? Donc vous allez chercher quelque chose que vous ne pouvez pas trouver. Pour l'instant, continuez à le chercher puisque c'est mieux de continuer à aller le chercher que de souffrir. Hein. Mais il faut peut-être un petit peu vous poser la question de ce que vous allez chercher. Voilà. Oui, ça vous semble pertinent tout ce qu'on vient de dire sur cette idée d'un soulagement dans la relation à l'autre par rapport à des blessures passées ? Ça vous parle ? Oui, je vois, oui, ça me parle. Il y a bien eu des blessures passées, n'est-ce pas ? Comme j'ai dit tout à l'heure à Madame Lahaye, j'ai été aussi trompée en retour. Hein. Oui, bien sûr. Mais ça en joue un peu, oui. Mais si vous voulez, pour l'instant, sans doute que dans votre enfance, vous n'avez pas eu cette sécurité affective qui vous permet d'être sereine dans la relation à l'autre. Donc on en prend beaucoup, comme ça on n'en a pas une seule. Et on est tranquille. Qu'est-ce que c'est bien dit. Voyez ? Très bien dit. Oui, je vois, oui. Voilà. Mais pour l'instant, vous avez pas trop le choix. Continuez comme ça. Moi, je pense qu'il faut pas vous inquiéter. Assumez-vous, et puis essayez tout doucement de voir comment vous pouvez vous sécuriser vous-même, parce que finalement, on va chercher à travers les autres quelque chose qui nous rassure nous-mêmes. D'accord ? Oui, c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai. Vous avez besoin, ça vous fait certainement beaucoup de bien de vous sentir aimé, de vous sentir désiré. Et puis à un moment donné, vous serez un peu plus rassuré et je pense que vous arriverez à avancer. Ne vous inquiétez pas. C'est ça, exactement. Oui. Merci C'est une question de temps. Ben oui, vous avez tout le temps. Vous avez quel âge ? 24 ans. Oh alors, on n'a pas d'inquiétude. 24 ans, vous avez tout le temps. Il n'y a pas de problème. Merci de votre témoignage en tout cas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. On fait une petite pause et puis il est déjà temps de conclure. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas le sujet du jour, évidemment. L'enfant thérapeute, c'est aux éditions Plomb, qui explique bien d'ailleurs votre parcours. On parle de polyamour aujourd'hui et en fait, on n'a pas eu de témoignage de quelqu'un qui était réellement polyamoureux, ce qui montre bien que ça ne correspond pas à beaucoup de monde dans la société, contrairement à la mode du polyamour qu'on entend beaucoup dans les médias. Je pense qu'on n'a même pas 3% de gens qui sont polyamoureux. Donc ça, je crois que c'est important en fin d'émission de le signaler. Absolument. Alors, peut-être qu'on en a qui nous écoutent, mais en tout cas, pas suffisamment pour qu'il y ait quelqu'un qui ait eu envie de prendre la parole. Et on va conclure avec vous, Naïma. Bonjour. Wow. Bonjour, Sud Radio. Bonjour, Brigitte. Je suis très émue. Mais non. C'est vrai que, pour de vrai, depuis toujours, je me suis toujours... j'ai eu du mal à comprendre cette vie. Les humains, ils sont tous idem mais pas pareils. Du coup, il y a plein de formats différents. Et moi, personnellement, je voudrais juste vous dire que
Non, je suis pas d'accord avec l'idée du couple, l'idée d'être seul, tout ça, mais moi, je me suis toujours, sans savoir, occasionné des relations qui n'étaient, comment dirais-je, c'est intense, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas de... C'est bizarre, ça m'a jamais intéressée. Du coup, dans ma jeunesse, j'ai eu 2 enfants, j'ai cru aussi au prince charmant, mais pour de vrai, maintenant, à 54 ans, je peux dire que j'ai toujours aimé plusieurs, mais tous les jours, s'il fallait, j'adore aimer. Aimer, c'est une force. Donc du coup, j'ai pas envie de l'amour traditionnel où on s'attache, on s'emprisonne, on se questionne, on veut que l'autre te ressemble et tout. Mais non, la vie, c'est merveilleux quand c'est la liberté en fait. Être bien avec soi-même, Naïma, être bien avec tout le monde. Vous avez raison, puisque vous le vivez très bien. Donc, mais depuis toujours. Et quand j'écoute, parce que vous êtes super fort, vous m'aidez beaucoup, Brigitte, depuis mon enfance. Ma maman, je vous en ai déjà parlé, je suis enfant de Hardy. On était dans un format, j'ai été éduquée, mais c'est comme si, à l'âge adulte, c'est maintenant que je comprends, je vais avoir 54 ans au mois d'avril, et ben non, je pense être... Vous êtes une amoureuse. Voilà, mais ça paraît très prétentieux de dire que pour moi, hein, j'aime aimer, ça me fait du bien, j'adore être gentille. Et dans mon éducation, tout ça c'est interdit. Le format vous savez, Naïma, vous me faites interdit. Naïma, vous me faites penser au titre du livre que j'ai commencé à écrire. Vous seriez tout à fait ça, une femme libre et sexuée. Mais c'est parce qu'en plus, mais vous vous rendez compte, ma maman, elle a été mariée à 15 ans, elle a eu 10 enfants, mon père, bon voilà, on a un parcours assez... Et moi, j'ai envie d'écrire, j'ai besoin de vous, Brigitte, parce que j'ai des cahiers où je commence à l'âge adulte à me dire, mais non, mais moi, je suis une belle personne. Mais bien sûr. Dans cette société, on a l'impression que dès qu'on peut dire des choses comme ça, mais moi c'est magique, ma vie, je pourrais vous écrire toutes mes belles rencontres. Mais vous avez rendu plein d'hommes heureux. Mais c'est des bulles, mais c'est pas au passé, c'est toujours présent. Mais c'est oui. dans des bulles, c'est des jardins secrets, c'est incalculable, c'est l'imprévu, mais c'est magique. Moi j'ai jamais osé m'exprimer vraiment parce que je suis une martienne, je sais pas. En tout cas maintenant, voilà, du haut de mes 54 ans et de mon parcours, Brigitte, franchement, j'ai besoin qu'on m'aide parce que j'ai aucune culture générale, j'ai tout appris. J'ai la soif d'apprendre, la soif de parler maintenant. Et j'écris parce que je sais que le bien-être, pour être bien, déjà, il faut être bien avec soi-même et puis savoir ce qu'on veut échanger. Moi, non mais Naïma, vous avez la chance d'être libre dans vos désirs et d'avoir pris le chemin qui vous convenait et qui répondait à vos désirs. C'est une chance que vous avez eue et vous vous exprimez très bien. Oui, mais en plus aussi, mon problème, entre guillemets, c'est pas un problème, mais je cherche encore à comprendre parce que pour de vrai, j'ai pris cher dans mon éducation, dans mon parcours. J'ai toujours eu l'impression d'être à côté de la plaque, de ne pas comprendre pourquoi. Et finalement, non mais Naïma, j'appartiens à aucun format. Oui, mais Naïma, dès qu'on est en dehors de la norme, de ce qui semble normal pour une société, on prend cher. Oui. Les homosexuels ont pris cher et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est pas si simple d'être homosexuel. Les femmes trop libres prennent cher. Enfin, je veux dire, on prend cher dès qu'on n'est pas tout à fait entre guillemets comme il faut. Mais vous nous invitez à penser que il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour envoyer valdinguer ces normes, et aussi le fait que vous les ayez identifiées, ça vous permet de vous en émanciper. Vous dites bien, voilà, on a essayé de me mettre dans un carcan. Ma mère avait ce modèle-là, elle a eu 10 enfants, et vous avez refusé à un moment donné cette aliénation-là. Et pour moi, ça laisse de l'espoir. La musique, la vie, parce que finalement, je suis fonctionnaire territorial depuis 30 ans. J'habite dans le même appart depuis 22 ans, l'âge de ma fille, Amina. Assois de mon fils à 33 ans, il vit à Berlin. Mes enfants, ils sont mais ils sont comme, on s'aime de ouf. Et ça a toujours été ma force. Ma maman, ça a été sa force, mais elle avait pas
ce choix, cette liberté non, de parler. Peut-être, mais elle a dû vous donner beaucoup d'amour. Mais pour de vrai, j'ai grandi dans le déni, sans parler, toujours à me faire toute petite, et à être craintive, à avoir peur. Et aujourd'hui même, Brigitte, quand je vous entends encore, vous êtes ma force. Eh bien, je voyais ma mère, une femme algérienne, qui arrivait en France avec le parcours des harkis. Ma maman, elle est arrivée ici, mais elle était émerveillée. Elle nous les 3 derniers, franchement, on a reçu que de l'amour, mais maman, elle savait pas nous expliquer. Je sais pas que mon père est mort, j'avais 1 an, puis la 8e, il y a une 9e grossesse du même papa, il s'est pendu, j'avais 1 an, et les enfants, ils étaient dans le ventre. Enfin, une histoire de ouf, Brigitte, j'écris tout, mais franchement, un jour, c'est mon rêve de vous rencontrer. C'était mon rêve de parler avec vous déjà, et puis de toujours chercher à comprendre. J'ai la soif d'apprendre. Et la musique, voilà, mon parcours, je disais, eh bien, c'est mes rencontres. Toutes mes belles bulles, eh bien, c'est parce que je suis dans ce monde-là. Je du sang berbère, je peux pas rester sur place, et pourtant j'ai une stabilité incroyable. J'aime ma vie. Et là, aujourd'hui, je comprends que, ben oui, c'est ça la vie, en fait. Pour de vrai, vous voyez, je trouve que votre témoignage pour conclure cette émission est assez chouette, parce que vous êtes à la fois, vous parlez beaucoup d'amour, vous parlez de l'amour que vous avez reçu, de l'amour que vous avez, et vous parlez aussi beaucoup de vos désirs que vous vous accordez. Et après, oui, si je puis me permettre, c'est que je respecte tous les formats. Les gens, ils peuvent. Mais vous savez, Naïma, quand on s'autorise ses désirs, on est forcément tolérant avec les désirs des autres, même si c'est pas les nôtres. C'est ceux qui ne s'autorisent pas leurs désirs qui sont intolérants, hein, Samuel Doc. Oui, je crois que c'est ce que montre cette émission d'ailleurs, c'est que nos relations aux autres parlent d'abord de nous. Je vous rejoins complètement. Enfin, moi, c'est vraiment au jour le jour que je trouve ma force. Aujourd'hui, je suis capable de parler, je suis capable de m'exprimer. J'ai envie en plus, parce que ça fait du bien pour de vrai d'échanger. Les humains, ils sont idem. Ça, c'est une phrase de mon ami musicien Rigret. Ils sont idem, les humains, mais on n'est pas pareil. On est différents. La différence, c'est une richesse, non? Mais oui. On est différents. On peut parler calmement, échanger. Et moi, c'est toujours inconsciemment, naïvement, que je me suis dirigée vers cette route-là. Et du coup, mes rencontres, ce sont des bulles, et je vois des personnes. Mais ça a toujours été magique, c'est mon jardin secret, et c'est mon format. Gardez-le parce qu'il semble vous convenir très très bien. Joli témoignage de liberté de ses désirs, de tolérance, et au fond c'est compliqué l'amour de toute façon, l'amour, donc chacun fait ce qu'il faudrait peut-être ajouter pour conclure cette émission, Samuel Doc, c'est que on n'a jamais été aussi libre de faire les choix qu'on a envie de faire que dans notre en France en tout cas, parce que malheureusement il y a encore des endroits dans le monde où la liberté est loin d'être là. Mais en tout cas en France on a la liberté, on a tous la liberté, et essayons de continuer à ce qu'elle existe, cette liberté là, donc ne jugeons pas les autres. Absolument, l'histoire n'est pas encore écrite, à nous de le faire avec nos cœurs. Voilà, et donc soyez ce que vous avez envie d'être, ce que vous pouvez être. Et puis, si ça ne vous convient pas, c'est que vos désirs ne sont pas satisfaits. Donc, à ce moment-là, il faut peut-être essayer d'aller voir quels sont vos vrais désirs. Et je terminerai peut-être en disant que si vous êtes en train de juger quelqu'un de proche ou quelqu'un parce que vous l'avez vu à la télé qui raconte quelque chose et si vous le jugez un peu durement, c'est peut-être parce que ça parle d'un de vos vrais désirs. Exactement. C'est peut-être là-dessus qu'on peut terminer, non ? Absolument. Oui, c'est une écriture en tout cas. C'est une écriture de soi que celle de notre relation à l'autre. Parce qu'il n'y a rien qui est de plus agaçant que quelque chose qui parle de nous chez quelqu'un d'autre et que c'est quelque chose de nous que nous n'aimons pas. Oui, ça veut dire qu'on s'aliène à soi-même et qu'on se trahit soi-même. Et je crois qu'on peut difficilement être plus coupable que lorsqu'on trahit la personne la plus importante de notre vie, c'est-à-dire notre propre individualité.
Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir témoigné. On a eu beaucoup de témoignages différents et puis on fait tous ce qu'on peut. Exactement. Et puis voilà, mais je crois qu'on a tous besoin d'amour. On l'a dit hier et on a entendu des témoignages très différents. On a entendu hier des témoignages beaucoup plus sur l'amour durable, véritable. Aujourd'hui, on a entendu un peu de tout et puis chacun fera ce qu'il peut. Merci beaucoup en tout cas Samuel Doc d'être venu aborder ce sujet pas si simple, en effet. Je rappelle que vous êtes évidemment psychanalyste. Votre dernier livre, c'est L'enfant thérapeute, c'est aux éditions Plomb, et vous avez écrit un très joli livre justement sur les thérapies, les chemins de la thérapie, qui était chez Flammarion, pour ceux qui éventuellement ont envie d'aller chercher leur vrai désir, parce que c'est aussi notre sujet demain. On sera avec Sophie Cadalen, qui est également psychanalyste. Et je pense qu'en effet, on la critique beaucoup, la psychanalyse, mais c'est peut-être la thérapie qui permet le plus d'aller chercher ses vrais désirs. Donc, on verra ça, en tout cas demain, avec Sophie Cadalen. Et puis, comme tous les jours, aujourd'hui, vous retrouvez Alexandre Dolovan. Et puis, je vous souhaite à tous une très très belle journée et beaucoup d'amour, évidemment. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Des primes à l'arrachage. Dans le Bordelais, vous êtes concerné. 8000 hectares qui vont être arrachés, croyez-moi qu'on est loin de résoudre le problème. Ça va vous aider quand même. Ça va aider ceux qui souhaitent arrêter le métier. Voilà. Ou ceux qui souhaitent arracher une partie de leur vigne pour se diversifier. Exactement. Mais comme je vous dis, si demain vous avez une exploitation de 20 hectares et que vous en arrachez 4, c'est pas la reconversion des 4 hectares qui va faire que vous allez vivre. Sud Radio, parlons vrai.